Nous allons finir avec notre guest star Gunther Pauli, l'homme qui fait danser les plantes. Si on peut faire partir Shakira pour voir ce que ça donne pour les plantes. En tous les cas, vous êtes en forme, hein. Écoutez les plantes chanter et danser. Alors, est-ce qu'on a besoin de vous présenter encore? Non, je ne pense pas, hein, Charles l'a très bien fait tout à l'heure. On peut simplement quand même si présenter votre dernier ouvrage, qui est L'économie du bonheur, que normalement vous devez avoir un exemplaire. Vous avez l'exemplaire. Vous avez l'exemplaire et vous avez la chance d'être les premiers, faire partie des premiers à l'avoir. Je vous cède tout de suite la parole. Mais je remercie beaucoup et je remercie tout le monde d'être venu. Pour moi, c'était un grand défi d'être là. C'était en plus pas évident d'arriver de l'Italie avec tous les passages qu'il faut faire. Mais je suis arrivé hier soir vers minuit et je suis très content d'être là parce qu'on s'est vu fin juillet. Et j'avais annoncé que mon éditeur, Actes Sud, venait de décider de décaler toutes les publications de tous leurs livres. Et il m'avait mis avec mon livre que j'avais écrit en mars cette année, L'économie du bonheur. Ils ont décidé de rapporter le livre pour fin 2021. Je dis, mais le bonheur, c'est maintenant. C'est pas fin 2021. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vu. Je venais de recevoir le matin le message. On s'est vu pour petit déjeuner dans l'hôtel à côté. Et j'étais un peu navré. J'ai dit, bon, voilà, on le fait ensemble. Et vous étiez si généreux de dire immédiatement, voilà, on fait ensemble. Et on s'est fixé une date, c'était le 16. Et voilà, on garde les dates. Quand on prend des engagements, on a le respect pour les engagements. Et tout d'un coup, bon, voilà, on a mis tout sur pied. C'est une préédition du livre. Il n'y a que 500 copies de cet exemplaire. Ces 500 exemplaires, il y a 250 qui sont arrivés à Roche-sur-Yon et il n'y en a pas d'autres pour l'instant en France. Alors quand même, pour vous le dire, c'est assez exceptionnel. Et en plus, c'est la première fois que je fais en France un livre que nous avons édité et c'est sur papier-pierre. Alors, le livre est fait sur papier-pierre. C'est grâce à une entreprise en Bretagne. Bon, vous n'êtes pas breton, mais vous êtes à côté. Hein. Mais en Bretagne, avec l'entreprise Armor Paper, on a su réaliser l'édition sur papier-pierre. Moi, ça me fait un grand plaisir parce que l'économie de bonheur sur papier-pierre, faite à Roche-sur-Yon le 16-10, et on l'a décidé quand même fin juillet, ça montre quand même que nous sommes tous quand même ravis de le faire et qu'on a mobilisé toutes les énergies pour avoir ce produit final. Et je dois spécialement remercier non pas seulement l'ICES, mais tous les gens derrière, mais aussi Charles Barrault, parce que c'est Charles qui a quand même pris ses grandes relèves d'avoir un impact dans sa région. Ça rejoint parfaitement ce que Gino Bistagnino vient de dire. Il faut voir avec petite initiative, comme la production d'un livre, quel est tout l'impact qu'on peut avoir dans un territoire. Et je suis très content de vous dire que je me suis absenté pendant quelques dizaines de minutes pour rejoindre des écoliers. Voilà, c'est quand même, on a un effet, on a un impact quand on fait. Et je crois que mes grands remerciements à vous, à l'université, c'est que vous faites preuve de faire. Et je me suis mis ici, il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Quand même, faire l'événement aujourd'hui, c'est de courage. Cet après-midi, nous allons avoir
quelques centaines de personnes qui se réunissent, tout avec le distancement tout en correct, etc. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je crois que ça fait preuve d'un esprit d'entrepreneuriat dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que je suis arrivé en Colombie, où j'ai 3 de mes enfants et mon épouse. Je suis arrivé en Colombie et c'était le 15 mars pour l'anniversaire de mon petit Francesco Aurelio. Et 2 jours après, on a fermé les aéroports. Voilà, j'étais confiné en Colombie pendant 3 mois. Et qu'est-ce qu'a fait un type comme moi? Eh bien, je me mets à réfléchir et à écrire. J'étais confiné 3 mois en Colombie, j'ai écrit 3 livres. C'est quand même pas mal. Mais 3 livres qui étaient déjà dans ma tête. C'est-à-dire, il fallait me confiner pendant 3 mois pour que je me mette à écrire. Et le premier que j'ai écrit, c'est L'économie de bonheur. Parce que je me suis retrouvé pour la première fois confiné dans une maison pendant 3 mois. Je ne pouvais pas quitter la maison. C'était confinement absolu. Ce n'est pas seulement l'aéroport qui était fermé. Et je me suis retrouvé avec mes enfants. Ah, quel plaisir quand même, quel incroyable plaisir d'être confiné avec mes 3 enfants en Colombie, bah voilà, où on fait quand même la musique et la danse, et c'est très important pour tout le monde. Vous savez peut-être que les Colombiens sont considérés un des peuples le plus heureux du monde, avec tous les drogues, avec toute la cocaïne, avec tous les guérilleros, avec tout ça, mais ils font la fête. Ils sont capables de faire une abstraction de drame, de ce drame qui est autour d'eux. Et c'est là où je me suis mis à la réflexion du Bhoutan. Qui a été au Bhoutan? J'y étais une vingtaine de fois. Depuis 2000, j'ai visité le Bhoutan. Et vous connaissez le Bhoutan. Quand je vous parle du Bhoutan, vous pensez à quoi? Au bonheur. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que tout le monde a associé le Bhoutan avec le bonheur. Moi, j'ai eu le grand honneur de connaître la reine du Bhoutan quand j'avais le grand pavillon de bambou que j'avais construit en Allemagne lors de l'exposition mondiale. La reine, avec sa fille, la princesse, est venue me voir. Ils étaient prévus de passer, selon protocole allemand, 15 minutes. Ils ont passé 1 heure. Bien entendu, j'ai eu des bagarres avec protocole par après parce que c'était tout à fait injuste de prendre 1 heure avec la reine, tandis que le protocole avait prévu 15 minutes. Mais j'ai fait une deuxième chose qui était même pire que ne pas respecter l'agenda, c'est que la reine a enlevé ses chaussures. Parce que j'avais un parquet de bambou. Et le parquet de bambou en été effraie. Alors, il faisait 37 degrés dehors. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a dit « Ah, ça fait du bien ». Malheureusement, pour le protocole allemand, on ne fait pas ça. Alors, le protocole allemand n'avait pas le bonheur. La reine, elle était toute contente d'avoir les pieds, après quand même une marche forcée dans une exposition mondiale. Et moi, j'ai eu des bagarres pour des journées et des journées parce que je n'avais pas montré vraiment le respect. Et c'est là où on m'avait dit en termes clairs que j'étais un emmerdeur. Voilà, c'est possible, mais j'étais assez ignorant des tracasseries que je les avais imposées. En tout cas, la reine, c'était en 2000, la reine m'a invité de venir au Bhoutan. Et j'ai vraiment encore connu le Bhoutan qui était le Bhoutan de l'économie de bonheur. C'était vraiment un pays extraordinaire où il n'y avait pas de télévision, pas d'Internet, il y avait quelques hôtels et on avait quand même un pays qui était culturellement un merveille. Tout le monde connaît le Tibet, mais pour les Bhoutanais, les Tibétains sont les agresseurs. Les Tibétains ont agressé le Bhoutan, ou ces petits royaumes qui se sont réunis dans un grand royaume qui s'appelle le Bhoutan, eh bien, les Tibétains étaient les agresseurs. Et c'est à cause des agressions continues de Tibet
que les Bhoutanais ont décidé de se réunir entre eux. Ils ont fait le grand pays du Bhoutan. Alors, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'était nouveau. Moi, je croyais toujours que le Dalai Lama et les Tibétains étaient les gens les plus paisibles du monde. J'arrive dans un pays où on me dit non, pas du tout, sont les agresseurs. Intéressant. Je ne savais pas. Mais je crois ce que j'ai rencontré au Bhoutan était vraiment cette époque de la transition entre le pays qui avait quand même vécu pendant des décennies, voire des millénaires avec ce qu'ils ont, et tout d'un coup, il y a l'ouverture à la modernité. J'ai vécu cette ouverture à la modernité. Vous imaginez le sarrasin, vous connaissez le sarrasin? Le sarrasin amer est le produit. C'est pour ça que j'étais fasciné par la présentation à propos de diabétique, le problème de diabète. Au Bhoutan n'existait pas. Ils n'ont jamais connu des patients de diabète. Jamais. Et tout le monde le sait que c'est à cause de la nourriture. C'est la nourriture. Pas de diabète type 1, ni 2, ni 3, ni A, ni B, ni C. Il n'y en a pas. Parce que la nourriture, on le sait bien, c'est notre santé, c'est notre médecine. Et le sarrasin amer, aujourd'hui, il y a la corrélation claire avec une valeur P qui est évident que c'est une corrélation presque parfaite. Vous mangez tous les jours le sarrasin amer et vous n'avez pas de risque de diabète, ni génétique, ni acquis, ni rien du tout. Surprise, je ne savais pas. Le jour, alors 3 ans après que le Bhoutan a ouvert ses frontières pour permettre le riz OGM bon marché de la Thaïlande, ils ont eu les premiers cas. Alors je ne peux pas dire que c'est le riz OGM de Thaïlande qui a causé, parce qu'il n'y a pas assez de données statistiques pour faire la corrélation, mais il est évident que le changement de la nourriture, immédiatement. Alors, si vous passez d'une société où vous n'avez pas de diabète, pas de patients du tout, et vous passez une société qui les a, est-ce que vous avez encore le bonheur? Mais vous avez perdu un peu de votre bonheur. Hein. Mais alors, si vous voyez comment le sarrasin amer fut cultivé pendant 6000 années, c'était fin mai qu'on a mis comme ça, c'est mi-juillet qu'on a récolté tout, et on avait quand même une récolte qui était si énorme que dans les petits champs, quand même avec une terre riche, une terre noire, ils ont été possibles de nourrir 500 000 personnes pendant 6000 années. Et tout d'un coup arrive le riz. Et bien entendu, le riz, c'était pour les rois et pour les reines. Et la pub est partie parce que c'est blanc. Vous savez que tout ce qui est bien, c'est blanc. Comme le champignon de Paris, ils sont blancs, alors on les mange. Tout ce qui est blanc. Le sucre doit être blanchi. Le riz est blanchi. Alors tout ce qui est blanc est promu avec la promotion traditionnelle de nos experts de marketing. Et tout d'un coup, tous les Bhoutanais ont commencé à manger le riz. Ils ont abandonné en une décennie le sarrasin. En une décennie. Et le sarrasin amer était toujours, ça faisait partie de leur grande expérience de communauté, parce que tout le monde partait sur les champs pour semer, pour planter le sarrasin amer. On a oublié la culture qu'ils ont maintenue pendant 6000 années et ont été remplacés par un riz. Jamais le Bhoutan avait le sida. Le sida n'existait pas au Bhoutan, jusqu'au moment qu'ils ont décidé de recevoir 100 000 touristes par an. Et qu'est-ce qui amène les touristes? Je suis désolé de vous dire. Hein. Les touristes amènent quoi? La prostitution. Je suis désolé, hein. Il faut dire les choses comme il est. Je suis désolé, on est dans une institution quand même qui apprécie l'éthique. Mais le tourisme, c'est toujours la même chose. Les gens ne font jamais de telles choses à la maison, mais quand ils sont dehors, ils le font. Et pour moi, c'était quand même choquant que le Bhoutan est devenu un pays avec 3 ans seulement d'ouverture pour le tourisme. Ils avaient déjà 1000 cas de sida. 1000 cas de sida. Ils ne connaissaient pas.
Alors, où est votre bonheur? Où est votre bonheur quand vous savez que c'est un pays qui a fut protégé quand même pendant des millénaires? Et j'ai vu une perte de cette résilience de la société. Parce qu'on parle de résilience, parce que c'est normal qu'il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça en français, des erreurs de parcours, il y a des choses qui passent. Mais quand même que la société se retrouvait 10 ans après cette ouverture en 2010 avec la nécessité d'ouvrir des hôpitaux dans le pays entier. Ils n'avaient pas d'hôpitaux. Ils n'avaient pas. Ils avaient des postes de gestion de santé par tout le monde. Et c'était surtout autour de la naissance du bébé que tout le monde se réunissait. Alors là, on était tous ensemble. C'était pas la pharmacologie qui dominait. C'était vraiment la nature, la médecine naturelle, l'homéopathie, etc. Ils avaient tout cela et c'était à la portée de tout le monde. Et tout d'un coup, il y a des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Alors sont venus les médecins de l'extérieur pour les enseigner comment le traiter. Et à la fin de la journée, ils ont vu que 10% du budget national devrait être réservé pour la santé. Ils n'avaient pas ce budget-là. Ils n'avaient pas la nécessité de le dépenser. Pour moi, cette expérience m'a amené quand même à une grande frustration parce que j'ai connu le Bhoutan où on n'avait pas tous ces problèmes et je connais maintenant le Bhoutan qui est un pays qui est ouvert au tourisme, c'est un pays qui est ouvert au libre-échange, c'est un pays qui est ouvert quand même à la chimie. Et il y a pour moi un cas qui m'a quand même affolé à l'époque. Je me suis battu contre cette décision, mais j'ai perdu. C'est que Coca-Cola, vous connaissez Coca-Cola, non? Que Coca-Cola a convaincu le gouvernement bhoutanais que des bouteilles plastiques sont mieux que des bouteilles en verre. Et sont arrivés avec un Life Cycle Analysis, LCA, l'analyse des cycles de vie. Et ils étaient si convaincants que bon, voilà, le gouvernement bhoutanais a accepté qu'il pouvait utiliser des bouteilles plastiques d'usage unique. Qu'est-ce que vous croyez que c'est arrivé? Des bouteilles plastiques partout, hein? Partout, tout le temps. Et je crois que nous devons quand même faire cette réflexion, comment un pays que je crois et que le monde reconnaît avait le bonheur est devenu un pays où même aujourd'hui dans les statistiques internationales, ils ne se considèrent pas du tout heureux. Ils retrouvent qu'ils ont perdu le bonheur. Mais le monde entier croit encore que le Bhoutan est le pays du bonheur. Je crois que ça, c'est l'introduction de mon livre. C'est l'introduction où je raconte dans mon livre cette divergence entre une réalité que j'ai connue, une réalité que le monde croit qui est la réalité. Et je crois que c'est là où on a besoin vraiment d'un monde académique, un monde qui est critique, un monde qui s'engage dans la recherche, qui vérifie les statistiques, qui vérifie les données, qui quand même met en évidence que ce qui était, ce qui sera et qu'on devrait devenir. Et je crois que c'est là où je me suis posé la question, dans quelles conditions serions-nous capables d'avoir une société, une communauté où l'encadrement est fait de telle manière que l'économie nous amène à la santé et le bonheur. Et j'insiste sur santé. Et c'est le hasard que voulait que je faisais cette analyse à l'époque au Bhoutan, surtout à propos de sida et à propos du problème de diabète, parce que c'est là où je me suis rendu compte, si vous n'avez pas la santé, est-ce que vous avez le bonheur? Mais non. Si une communauté a la trouille parce qu'il y a un virus, est-ce que vous avez la santé? Est-ce que vous avez ni santé, vous avez ni bonheur? Et je crois que nous sommes là. Nous sommes dans une société de trouille, de peur,
Et comme nous avons tous trouille pour avoir un virus qu'on ne peut pas éviter, il n'y a rien qu'on peut faire. Je suis désolé. Rien on peut faire pour se protéger. On peut seulement le faire un peu plus lentement, mais c'est tout. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, même au Bhoutan, à 3000 mètres d'auteur, comme chez vous à côté de la plage, c'est que sur chaque mètre carré arrivent chaque jour 20 millions de virus. Alors, vous voulez vous protéger contre un? Qui a inventé cette blague-là? Qui a inventé cette blague? Il y a 20 millions qui atterrissent à l'extérieur tous les jours et nous, on a décidé de se protéger contre un virus. 2. Est-ce que vous savez que vous avez plus de virus dans votre bouche qu'il y a des gens qui vivent sur Terre? Alors je vous souhaite bonne chance de vous protéger. Et c'est assez intéressant quand nous avons des statistiques devant nous, qu'on nous oblige de faire des choses qui n'ont pas de sens. Quel est le premier pays en Europe qui a obtenu la défense immunitaire commune? Quel est le premier pays? La Suède. La Suède, c'est le pays qui n'a pas imposé rien du tout. C'est assez bizarre. Et comment est-ce que nous sommes capables de nous faire influencer par des statistiques qui ne sont pas du tout soutenues par des réalités scientifiques? Aujourd'hui, on dit qu'il y a des milliers de cas supplémentaires. Ah oui, c'est évident, parce que vous faites des milliers de tests supplémentaires. C'est normal qu'ils vous aident son os. Pourquoi est-ce qu'ils vont seulement soumettre des chiffres absolus quand il faut quand même faire une adaptation avec quelques petits algorithmes pour dire qu'il faut ajuster le nombre de personnes, le nombre de tests qu'on a fait avant? On ne fait pas. Alors on triche. Alors c'est là où j'arrive dans une société où quand même une bonne partie de la population sent qu'il y a des gens qui trichent. Parce qu'il y a de bonheur quand les gens trichent. Quand vous sentez que ce n'est pas possible ce qu'on nous fait avoir, vous vous imaginez, le bar, vous pouvez être dans le bar ou le restaurant jusqu'à 10 heures, mais pas à 12 heures. Si vous avez passé 3 heures ensemble, ça fait une grande différence encore les 2 heures? Si vous avez déjà passé 3 heures ensemble. Je me pose la question, qui est le type qui est derrière pour quand même tricher des règles qui sont différents en Portugal, en France, en Belgique. Et le seul pays qui ne fait pas, c'est la Suède. Et bon, voilà, ils sont en bonne forme. Je crois que nous avons besoin de nous poser des questions. Nous avons besoin de poser une question et surtout de nous dire, est-ce qu'on triche, oui ou non? Le 5G. Alors, parlons de 5G. J'ai entendu parler de 5G. Alors maintenant, c'est la folie, parce qu'Apple va promouvoir le 5G. Eh bien, je vous raconte une autre histoire. Vous connaissez Oppo? Qui connaît Oppo? Ah, mais voilà. Oppo, le deuxième fabricant de smartphones en Chine. Smartphone Apple annonce 5G. Oppo a annoncé il y a un mois qu'ils vont mettre sur le marché en 2021 le premier téléphone portable smartphone avec le Li-Fi. Vous connaissez le Li-Fi? L'Internet par lumière. Oppo lance avec Android le téléphone smartphone Li-Fi. Invention française. Ça fut inventé en France en 2005. Et tout d'un coup, c'est Android qui le fait avec Oppo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la géopolitique dans le monde, mais la géopolitique, par exemple, interdit que les Chinois utilisent Google. Ah, mais Android, c'est Google. Comment est-il possible que les Chinois ont choisi Android pour lancer un téléphone smartphone Li-Fi pour Shanghai pour 2021? Vous comprenez le jeu? Le jeu est simple. C'est que la Chine a décidé avec Google qu'ils vont faire la lutte contre Apple et le 5G. Pourquoi? C'est simple. Un, c'est le pouvoir économique, mais deux, c'est que le Li-Fi est beaucoup plus performant.
Alors tout d'un coup, on fait le choix pour un système qui est beaucoup plus performant. Mais pourquoi est-ce qu'Apple n'est pas prêt de le faire avec le Li-Fi? Parce que le grand revenu d'Apple, c'est de recevoir des commissions sur le débit de data qui passe par des ondes radio. C'est évident qu'ils vont le faire avec le 5G. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas? Pourquoi est-ce qu'Apple ne dévoile pas que nous avons choisi le 5G? Parce qu'autant plus que vous faites le IoT, le Internet of Things, autant plus que vous le faites, nous gagnons beaucoup plus d'argent que tous les autres parce qu'on a forcé tous les opérateurs des réseaux de téléphonie portable, on a forcé tout le monde de nous donner une commission. Moi, j'appelle ça tricher. Si vous n'avez pas la transparence, vous trichez. Vous avez quelque chose à cacher. Et cacher, c'est qu'Apple est l'entreprise qui gagne plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé tous les opérateurs de donner une commission. Alors, c'est pour ça qu'ils ont développé des millions d'apps, parce qu'au plus d'apps que vous utilisez, autant de plus de données que vous faites transiter par cette voie d'onde radio, raison pour laquelle vous devez accepter qu'il y a des antennes 5G chaque kilomètre. Parce que sinon, Apple ne gagne pas son argent. Et quel est le taux d'impôt d'Apple en Europe l'année dernière? Il ne paye pas d'impôt. J'appelle ça tricher. J'appelle ça tricher. Et essayez-vous, moi, on ne paye pas d'impôt l'année. On ne paye pas. Qu'est-ce qui arrive avec vous? Problème, hein? Mais je suis Apple. Je dis à personne que je gagne de l'argent, je le fais passer par l'Irlande afin que je n'ai aucun impôt à payer. Mais vous tous et toutes, vous payez, et c'est Apple qui gagne le fric, des milliards et des milliards, des centaines de milliards sans payer des impôts. Je ne comprends pas. Alors je suis désolé. Je m'en passe de masques encore, mais qui ne payent pas d'impôts, je n'en passe plus. Je ne suis pas d'accord. J'adore Apple. J'ai fait le premier joint venture en Europe avec Apple en 1986 pour présenter le fameux desktop publishing. Le desktop publishing, c'était l'imprimante laser avec le petit Mac, etc. Mais je n'accepte pas du tout qu'il y a des gens qui trichent. Quand vous ressentez qu'il y a des gens qui trichent dans le système, qui ne payent pas d'impôts, qui ne vous donnent pas les informations, vous avez le bonheur? Mais non, on n'a pas de bonheur. Et je crois que c'est là où nous avons perdu un peu la vision de la réalité, c'est que nous avons besoin de nous mettre dans un contexte réel parce qu'on ne nous informe pas, on fait ce qu'on veut, et il y a une licence donnée à Apple à une échelle européenne, mais aussi par la France, par l'Italie, par la Belgique, par les Suédois. On donne une licence de liberté de faire ce qu'ils veulent et de ne jamais payer des impôts. Et on ne change pas. Même si c'est connu, parce qu'il y a quand même des rapports dans la presse qui ont soulevé le problème qu'ils ne payent pas des impôts, il n'y a personne qui fait quelque chose. Même pas les Verts. Même pas Mélenchon. Alors quand même, qu'il se représente à la présidence, qu'il pose la question si ça vaut la peine de se représenter à la présidence, je ne sais pas du tout. Mais je me pose la question, comment est-il possible cette inertie d'une société vis-à-vis une tricherie extraordinaire où des gens ne payent pas d'impôts, zéro de tout, sur des milliards et des milliards, et entre-temps, on nous donne des amendes pour ne pas porter masque. Je me pose la question. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis posé des questions. Quelles sont les conditions du bonheur? Alors, un autre élément que j'ai vu, au début, au Bhoutan, quand j'y étais en 2000 la première fois, il n'y avait aucun déchet nulle part. C'est-à-dire, le déchet n'existait pas. Ce n'est pas qu'ils ont fait une grande campagne de recyclage ou de ramassage. C'était un peu dans l'ADN de tout le monde de ne jamais produire des déchets. Les vêtements étaient faits des orties.
Ils avaient des vêtements qui ont été faits pour 100 ans. Imaginez-vous, imaginez-vous, système textile, fabrication, production, cultivation, avec des orties, et les vêtements tenaient pour 100 ans. Les jolies robes pour le mariage ont été faites avec une soie, mais la soie était faite avec quoi? Alors c'était une soie avec, bien entendu, comment ça s'appelle, les vers de soie? Ouais. Oui, les vers de soie sauvages qu'on n'a jamais mis dans l'eau chaude pour enlever. On a laissé sortir quand même le papillon. C'est-à-dire on a donné vie. Vous savez que pour une robe de mariage, vous avez besoin d'1,5 million de vers de soie. Vous allez les bouillir dans l'eau chaude pour avoir votre vêtement ou vous allez faire vivre. Et pour le boutanet, il était impossible de s'imaginer qu'on fait le mariage avec un vêtement, avec une robe si jolie, qui a coûté la vie à 1,5 million de papillons. Impossible de s'imaginer. Mais nous, dans notre logique de la productivité, eh bien, on a décidé de prendre les vers de soie, de les bouillir à haute température pour pouvoir enlever les fils. Et on gagne un peu de temps. Est-ce qu'on a gagné de bonheur? Je vous pose la question. Si vous ne le savez pas, eh bien, il n'y a aucun problème. Hein. Vous mettez votre robe, vous êtes bien. Mais si vous êtes au courant que le fait que vous avez quand même tué, vous avez fait souffrir 1,5 million d'insectes, et comme c'est pour ça que j'ai besoin de la plante, parce qu'on croit que les insectes n'ont pas, sont rien, hein, sont des insectes. Tout ce qui vit autour de nous a un cœur, a des sentiments. Tout ce qui vit. La vie est sacrée. Je crois qu'ici, dans cette institution, on est d'accord. La vie est sacrée. Et si nous traitons, même s'ils sont des insectes de telle manière, au bout de temps, c'était impensable de se marier dans une telle robe. Alors j'ai fait faire 6 de ces robes avec Hermès. Le problème, c'est que le prix est un peu élevé. Hein. Mais le mariage, si vous pouvez vous le permettre, quand même on fait toujours des folies lors des mariages, non? Parce que vous n'avez pas fait une fête qui était folle pour votre mariage. Et ceux qui souhaitent un jour planifier le mariage, mais quand même le mariage, je le considère unique dans la vie, alors faisons quand même quelque chose de spécial. Mais quel est maintenant l'élément qui m'intéresse le plus? Quand vous avez le fil, il y a encore la coquille, cet coquillage de verre. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, dans l'industrie, on le jette. Qu'est-ce qu'on en fait, les boutonniers? Les boutonniers se sont rendus compte que les vers de soie sont si uniques parce que les vers de soie n'ont jamais de champignons qui poussent sur leur matière naturelle. Eh bien, ils se sont dit, dans ce cas-là, il faut faire des chaussures avec. Parce que quel est le problème des chaussures? Nous savons très bien que si vous avez 30 ou 40 ou 50 ans et vous avez toujours porté des chaussures comme vous les portez aujourd'hui, vous avez des champignons sur vos ongles. C'est assez simple. Vous avez transformé vos chaussures en ferme de champignons. Et la nourriture sont vos ongles. C'est assez simple. Les boutonniers étaient bien au courant de la réalité dès le début. Et quand ils ont vu que les coquilles, cette petite coquillage de verre de soie, n'avait jamais de champignons, alors tous les souliers ont été faits par les déchets de la production de la soie. C'était la santé qui était la priorité. Ils n'ont pas fait pour être le plus productif du monde. Leur intérêt est d'être quand même promoteur de santé. Et quand vous avez les pieds jolis, quand même, vous vous senteriez mieux, non? Au lieu d'être toujours obligé de mettre des chaussettes parce que vous ne souhaitez pas que les gens voient ce qui est en train de passer avec vos ongles. Mais vous voyez un peu cette vision d'une économie où c'est la santé qui est la priorité. Et avec la santé vient bien entendu la résilience, mais c'est une société
où tout le monde partage cette connaissance, parce que c'est une connaissance qui est assez accessible, facilement de raconter et de comprendre. C'est là où interviennent les petites histoires que les grands-parents racontent aux enfants. On ne peut pas le remplacer avec Wikipédia. C'est impossible. Il faut le faire avec des petites histoires qu'on raconte qui quand même expliquent le comment et le pourquoi de la vie. Et c'est ça ce que je connaissais au Bhoutan au début, ce que j'ai perdu. Je ne connais plus. En 20 ans, on l'a éliminé. Les Bhoutanais sont au téléphone, ils demandent Wikipédia et pas les grands-parents. Mais quand vous ne parlez plus avec les grands-parents, et les grands-parents n'ont plus l'opportunité de vous raconter leurs histoires, du comment et pourquoi, vous avez encore une famille. La famille est quand même une famille de 3 générations qui cohabitent d'une autre manière, qui se rencontrent, qui se parlent, qui rigolent, qui se fâchent, parce que c'est aussi important de se fâcher de temps en temps. C'est pas toujours dans la même, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais je crois que c'est très intéressant de voir comment cet intérêt pour la résilience, l'intérêt pour la santé a amené, bien entendu, les Bhoutanais au bonheur. Et une conscience, quand ils ont eu les premiers contacts avec l'extérieur dans les années 70, ils se sont rendus compte que les autres ne vivent pas comme eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il y a nécessairement une transition à faire. Et la transition, c'était la communauté, la famille. Ils ont gardé jusqu'à l'année 2000. Si vous avez alors plus de déchets, parce que vous utilisez tout ce que la nature vous donne, mais en plus, il y a un autre élément au Bhoutan qui m'a beaucoup fasciné. C'est qu'au Bhoutan n'existait pas le concept du chômage. Intéressant. C'est que ils ont toujours appliqué la logique que j'appelle la logique de la nature. Dans la nature, tout le monde contribue tout le temps selon ses capacités. Il n'y a personne au chômage dans la nature. Il n'y a pas des vieux dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensionnés ni de pré-pensionnés, il n'y a pas de crèche. Tout le monde contribue toujours selon ses capacités. C'est-à-dire que tout le monde se sent utile. Incroyable. Nous avons inventé des statistiques où on dit qu'il y a des chômeurs, des gens où la société n'en a pas besoin. Alors, si vous êtes chômeur, vous êtes heureux. Si vous avez, comme aujourd'hui, j'étais à Biella, en Italie, le centre du cachemire, le centre de la laine, le centre des grandes marques de l'Italie, eh bien, il y a 70% de chômage parmi des jeunes. Alors, si vous avez 70% de chômage, vous croyez qu'il y a de bonheur? Non, 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 non. Vous auriez violence, vous auriez drogue, vous avez gamers, c'est normal. Mais qui est le responsable? Les responsables sont ceux qui ont une économie où le chômage est précondition de la flexibilité du marché du travail. Alors, si vous croyez que la flexibilité du travail est plus importante, que tout le monde se sente utile dans la société, mais vous avez les violences, préparez-vous pour les prisons. Hein. Vous auriez des délais dans les cours devant les juges parce que vous avez trop de gens qui ne vont plus respecter le système. Parce que le système ne respecte pas. Et je crois que c'est un élément. C'est une question éthique. Pour moi, ce n'est pas une question de modèle économique, c'est un modèle éthique. Est-ce que vous croyez que tout le monde a le droit quand même de contribuer selon ses capacités, oui ou non? Mais tout le monde dit oui, mais la société dit non. C'est-à-dire la société, le système qui dirige dit non, et on a besoin des chômeurs pour avoir la flexibilité. Et s'il y a trop de chômeurs, on fait un peu de formation des gens. Et s'il y en a trop, on fait un peu de prépension pour éliminer. C'est-à-dire le désir de calculer et de travailler et de faire la politique avec des statistiques
pour flexibiliser le marché, c'est là où nous trouvons quand même des causes qui sont au cœur du problème de la société d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut jamais trouver le bonheur quand il y a le chômage. Alors j'arrive un peu, en résumant les différents points. C'est un, si on a la santé, et tout le monde croit que la bonne nourriture, c'est la santé, on a une opportunité d'avoir le bonheur. S'il n'y a pas de déchets, tout est réutilisé, on ne demande à personne de prendre soin de ces déchets, vous avez l'opportunité de bonheur. Si en plus tout le monde peut contribuer selon ses capacités, vous avez une opportunité de bonheur. Et s'il n'y a personne qui triche, c'est transparent. Et tout le monde a l'opportunité quand même de contribuer sans tricher. Eh bien, je crois que nous avons un encadrement pour le bonheur. Alors, je l'ai mis dans un contexte un peu académique, parce qu'il faut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai identifié tous les points, je ne vais pas y passer maintenant, ça c'est pour la lecture. Mais quand j'ai écrit le livre, le premier Manu, je me suis dit, mais il faut quand même que je fasse preuve de mes arguments. Parce que dans tout ce qui est académique, on a besoin d'une preuve. Parce que si vous avancez hypothèse, il faut soumettre des cas concrets. Alors j'ai identifié 5 régions du monde où moi j'ai travaillé et je sais que ces conditions que je viens de mentionner ont été appliquées. Alors j'ai des cas concrets. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Ne me dites pas, ah, vous avez une exception, un cas. Oui, c'est vrai, un cas, non, pas un cas, j'ai 5 cas. 5 cas sur 4 continents. Alors, ne me dites pas que c'est une idée farfelue de Poli, mais non, c'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas possible pour toujours, pour tout le monde, partout, parce qu'il faut décider de le faire. Et si vous décidez de ne pas le faire, même si l'information et l'encadrement est disponible, vous n'arrivez pas à avoir le bonheur. J'ai les cas concrets que j'ai vécu quand même à Quimper. J'ai 62 propositions qu'on a soumises aux responsables, aux politiques, aux ONG, chambres de commerce, chambres d'agriculteurs, chambres à métiers. Je leur ai proposé 62 initiatives possibles. Et on a dit où il y a l'opportunité immédiate de le faire et vous ne faites pas. Mais alors après, vous me critiquez que vous ne faites pas? Je ne comprends pas. Hein? C'est à vous de prendre la décision de le faire. C'est à pas moi de vous faire faire. Comme on dit, on peut amener le cheval à la source, mais on ne peut pas forcer le cheval à boire. Et je crois que c'est là où j'ai constaté, j'ai quand même une carrière maintenant de 40 ans de travail, et lors des 40 ans, eh bien, il y a 5 communautés qui ont vraiment fait de ce que c'est pour beaucoup de gens un rêve. Et pour moi, aujourd'hui, ces 5 communautés, c'est une réalité. Je vous mentionne brièvement les 5 cas. Ah oui, il est déjà 12h10, mais on avait un retard, non? Vous me donnez encore 10 minutes? Ça va? Le premier cas. Le premier cas, c'est le premier cas que j'ai travaillé dans ma vie, c'est Las Gaviotas, en Colombie. On a des milliers d'hectares où la forêt tropicale humide fut érasée par les Espagnols il y a 250 ans. Eh bien, en 82, Paulo Lugari, j'étais là, a décidé de reboiser, de régénérer la forêt tropicale humide. Aujourd'hui, la forêt est là. La région a le plein emploi. Le plein emploi. C'est-à-dire que c'est le seul endroit dans toute l'Amérique latine où on a le plein emploi dans une communauté. Et nous acceptons les émigrés. Et quand les gens arrivent parce qu'on est émigrés, parce qu'ils s'enfuient d'ailleurs, eh bien, c'est à nous de nous imaginer les activités.
parce que tout le monde vient avec un potentiel et c'est à nous, entrepreneurs, d'identifier quel potentiel pourrions-nous déployer dans notre environnement. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas l'immigré qui est le problème. C'est notre créativité dont nous devons faire preuve comme citoyens responsables avec une éthique qui souhaite toujours découvrir ce qui est de bien dans tout le monde. Toujours. Deuxième chose à Las Gaviotas, c'est le seul cas que j'ai aujourd'hui, mais il y avait 70% de la population qui était malade parce qu'il n'y avait pas d'eau potable et la nourriture était toujours congelée, décongelée, congelée, décongelée. C'est normal que vous avez une mauvaise santé dans ces conditions-là. Eh bien, mesdames et messieurs, vous connaissez peut-être déjà le résultat, mais on a dû fermer l'hôpital pour manque de patients. Vous imaginez? On n'a plus l'hôpital parce qu'on n'avait pas de patients. On a transformé la situation difficile au point de vue de santé dans une situation où nous avons une telle santé qu'économiquement, on ne peut plus supporter des lits qui sont vides, des médecins qui sont payés, qui n'ont pas de boulot. Et bien entendu, on a appliqué le concept cubain, c'est que tout le monde devient médecin. Tout le monde apprend à prendre soin de l'autre quand on casse sa jambe. C'est normal qu'on fait aussi ça. Et quand il y a vraiment crise, eh bien, quand il y a vraiment crise, on demande un hélicoptère, un avion pour venir. Mais je crois que c'est très important. Le plein emploi, nous avons fermé l'hôpital et tous les enfants reçoivent à 6 ans une bicyclette, pas avec batterie, hein, une vraie bicyclette. Une bicyclette et tout le monde reçoit 3 litres d'eau gratuits par jour, fabriqués par la forêt qui fut régénérée. Mesdames et messieurs, c'est la réalité. Je vous invite à visiter. Hein. Une fois que le Covid vous permet de voyager, eh bien, allez-y. Il faut voir la réalité. Deuxième cas, 86. J'étais au Bénin, à Porto Novo, la capitale du Bénin. Et à Porto Novo, il y a le père Nzamoujo. Et le père Nzamoujo est nigérien, mais il est un dominicain et il a décidé de développer dans la périphérie de la capitale du Bénin le centre Songhai. Qui connaît Songhai? Il y a quand même une page Wikipédia là-dessus. Hein? Ça, vous trouvez sur Google. Hein? Le centre Songhai a réussi à créer le seul centre africain où dans la périphérie, on a l'autosuffisance. Et depuis 1986, ce centre a généré son plein emploi pour tous les gens qui sont autour. Il n'y a que la nourriture bio. Nous sommes en Afrique. Hein. C'est une communauté qui a un impact sur 50 000 personnes. Tout est bio. Tout est cultivé localement. Tout est transformé en jus local. On a son propre abattoir. On a son propre système de STEP, de traitement des eaux usées. Tout est là, en Afrique. C'est fait. Personne ne le connaît. Et c'est là où j'ai passé quand même beaucoup de temps au Bénin. J'y étais une dizaine de fois. C'est là où, par exemple, j'ai appris ce grand négoce qui sont les larves de mouches. Parce que là, tout ce qui sont déchets de l'abattoir, tous les déchets de tous les procédés de transformation de nourriture, eh bien, tout est récupéré par les larves de mouches. C'est là, en 86, je l'ai appris. Moi, j'ai apporté, bien entendu, la cultivation des champignons, comment faire pousser des champignons. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont plus intéressantes pour les champignons que pour les larves de mouches. C'est seulement 20 ans après que des entreprises comme Insect en France, des entreprises comme Protifly en France ont obtenu le permis de le faire en France. C'est l'Afrique qui me l'a enseigné. Mais c'est là où j'ai rencontré cette capacité d'une économie locale où même toutes les pièces de rechange plastiques, ils ont besoin de votre machine d'imprimante 3D.
Ça les intéresserait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire encore des moules à l'ancienne et ce n'est pas toujours très bien fait. Mais ils font toutes les pièces de rechange eux-mêmes. C'est-à-dire que tout fonctionne tout le temps parce qu'il n'y a jamais de pièce de rechange qui manque. Ah, Bénin. Troisième cas, Montfort Boys Town, Fidji. Vous connaissez Montfort Boys Town, Fidji? Regardez sur Internet. C'est décrit dans mon livre. Hein. Prenez mon livre, vous les voyez. Mais Montfort Boys Town, c'est là où en 1994, j'étais pour la première fois à Fidji, et je suis dans cette école où il y a des prêtres qui me sont rapprochés et qui ont dit, mais voilà, on aimerait bien quand même que tous les élèves sortent de l'école avec l'autosuffisance et la connaissance de comment gérer la santé. C'est une école technique. Normalement, on devient menuisier, on devient boulanger. C'est une école technique traditionnelle. Eh bien, on a travaillé pendant 2 ans et dès ce moment-là, tous les écoliers qui sortent avec diplôme sortent avec la connaissance comment arriver de retour sur notre petite île dans ces grands océans Pacifiques et on se rassure une fois pour toujours santé et nourriture. Pour moi, c'était un merveille. C'est la meilleure école technique que je connais du monde. Je ne compare pas avec la polytechnique, je parle d'une école technique. Et pour moi, le bonheur de pouvoir travailler ça et le bonheur de voir comment ces jeunes sortent, reviennent dans leur communauté, parce que Fidji, c'est 1400 îles. Ils reviennent chez eux et sont devenus des maîtres dans leur communauté. Alors un jeune qui est parti, il revient, et toute la société, toute la communauté les apprécie, les adore, parce qu'ils amènent quoi? La vie. Ils amènent la nourriture, la connaissance de la santé. Alors comment sont considérés? Alors quand les jeunes reviennent chez eux, ils sont considérés comme étant les maîtres. Qu'est-ce que vous avez dans cette société? Un futur. Vous avez un futur. 4e cas. En Suède, premier éco-village de l'Europe fut conçu en 1964. C'est un jeune architecte qui a dit « Ce que j'ai appris à l'école ne me sert à rien. J'ai appris à faire le béton, j'ai appris à faire l'acier, j'ai appris à fabriquer une maison plus vite, meilleur marché, mais moi, j'ai toujours connu la maison de ma famille et c'est une maison en bois que nous avons construite en famille. » Alors, il a conçu le village Rumpan. C'est pas sympathique que je vais le dire, vous m'excusez les mots que j'utilise, mais Rumpan en suédois veut dire ça. Alors, il a voulu dire aux gens, ah, moi, je suis jeune, je vais faire mon éco-village. C'est l'éco-village où il y a le bonheur. Parce que vous vous imaginez, le bonheur pour un Suédois n'est pas le même pour un Béninois, n'est pas le même pour un Colombien. On ne peut pas quand même appliquer exactement les mêmes statistiques, il faut s'adapter. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, quel est le rêve pour un Suédois? Le bateau. Alors, vous mettez votre maison et vous avez immédiatement une autre maison pour le bateau. Alors, tout le monde qui est là, au moins quand vous construisez votre maison, vous avez automatiquement aussi votre maison pour votre bateau, qui viendra peut-être par après. Mais la communauté a acheté la forêt autour et la forêt a tout le bois qu'il faut pour construire toutes les maisons de bateaux et les bateaux. Et en 25 ans, toute la population autour a construit sa maison de bateau, et bien entendu, tout le monde a un bateau. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Bonheur. Et le plus important qu'ils ont réintroduit, c'est la pêche de l'hiver. Il n'y a pas un marché de pêche. C'est qu'en hiver, tout le monde fait la pêche d'hiver. C'est-à-dire que la mer est couverte avec
comment ça s'appelle? De la glace, mais avec une épaisseur de presque 1 mètre. On peut rouler avec sa bagnole là-dessus, hein. Et alors là, on va faire des trous, ils vont faire les lignes, et ils font qu'on mène tout pour faire la pêche. Et la fête, c'est l'hiver à moins 30 degrés, et tout le monde. Alors on dit que les Suédois, ils sont soit dans leur sauna, soit sont en train de boire. Mais non, ils sont en train de faire la pêche là. Et la pêche et la conservation de la pêche et l'oméga 3 que vous avez des poissons en hiver est beaucoup plus élevé qu'en été. Et alors là, vous êtes en train de vous nourrir. Ça, c'est le cas Rumpan. Et le dernier cas, c'est le cas El Hierro, que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs de mes conférences. Vous connaissez peut-être l'île plus éloignée du continent de l'Europe. C'est l'île d'où est parti Christopher Colomb pour aller aux États-Unis. Une île qui avait 30 000 habitants, mais bien entendu, il n'y avait plus de futur parce que tous les enfants souhaitaient vivre à Barcelone, Valence, Madrid. Il n'y avait plus personne et quand la population était diminuée à 5 000, le gouvernement, l'État espagnol avait dit c'est une île qu'on va fermer. On va y mettre des radars. Et la population a rouspété, mais a décidé de changer. Et comme il n'y avait personne qui y croyait, ils ont décidé de contacter un fou, moi. Ils ont dit, mais ce type-là, peut-être, il peut nous aider. Je les accompagne depuis 25 ans. Aujourd'hui, l'île rebondit, 12 500 habitants. Tout est sur place pour arriver à 30 000. On va rebondir sur 30 000 habitants parce que c'est le nombre durable, soutenable sur cette île. On a redéveloppé 8 activités économiques, dont la pêche. On ne fait que la pêche à la ligne, mais pour faire la pêche à la ligne, il faut avoir une densité de poissons élevée. Parce que sinon, il faut utiliser les filets. N'oublions pas, on utilise les filets parce que les lignes ne servent plus. Alors, on a introduit le concept du bonheur du poisson. Ah oui, moi je parle avec les plantes et les animaux. Et les poissons, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on fait la pêche des femelles avec des œufs. On ne fait pas la surpêche. On pêche des femelles avec des œufs. C'est folie. C'est quand même incroyable. Alors là, les pêcheurs ont décidé de ne plus jamais pêcher une femelle avec des œufs. Et on a créé une sorte de région sacrée pour les femelles parce que les pondeuses, les pêcheurs savent exactement où vont les pondeuses pour mettre les œufs. Et on a créé de sa biosphère de l'UNESCO. Et aujourd'hui, autour de l'île El Hierro, il y a 10 fois plus de densité de poissons que la moyenne de l'Espagne. Alors, ils font la pêche, 4 heures par jour. C'est tout. Avec 4 heures aujourd'hui, ils font autant qu'il y a 25 ans, avec 24 heures de filet, et de faire le tour, aller-retour, avec les filets. Quelle est la différence? On a donné la vie. C'est tout. On a donné la vie. On est devenu conscient que nous sommes quand même des bêtes. Bêtes. Nous sommes des bêtes parce que si vous tuez des femelles avec des œufs, vous connaissez le poisson avec le plus grand nombre des œufs? Le Saint-Pierre. Un Saint-Pierre a 300 millions d'œufs dans son ventre et on va le manger. Vous êtes fous. C'est quand même fou. Si moi j'aurais une vache qui attend un bébé et je l'amène à l'abattoir, qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais je vous assure, vous me mettez en prison. Mais avec les poissons, si ça a 4 pattes, ça va. Si ça n'a pas 4 pattes, ça ne va pas. Mais la vie est sacrée, vous êtes d'accord? Vous faites une différence entre la vie sur 4 pattes ou sur 100 pattes? Et je crois que là, nous avons besoin de cette nouvelle éthique. Je termine mon livre avec une réflexion personnelle. Parce que moi, j'habite depuis... je suis arrivé au Japon en 80 et depuis 26 ans, j'habite à Kamakura. Je n'ai pas pu rentrer, je suis confiné en Europe. Je n'ai pas pu rentrer depuis février, mais j'habite Kamakura. Et je vous laisse la lecture pour savoir pourquoi j'adore Kamakura. Pourquoi j'ai le bonheur, quand je suis dans un immeuble de bois qui fut construit en 1937,
où il n'y a pas de meubles, où il n'y a pas de chauffage, où il n'y a pas d'air conditionné. Et pourquoi je trouve le bonheur là? Quand je dors sur un tatami, c'est-à-dire un tapis de riz, j'ai des couloirs avec des fenêtres qui sont faits avec papier de riz. Et pourquoi je trouve le bonheur? Pourquoi est-ce que j'étais capable d'écrire des centaines de fables assis sans chaise, tapant sur un ordinateur, avec autour de moi ce que nous appelons en Europe rien? Pourquoi je trouve le bonheur dans le rien? Et c'est là où je termine, et ce n'est pas dans le livre, je termine avec l'expérience d'un grand Français, Antoine de Saint-Exupéry. Vous savez, Saint-Exupéry a écrit un petit bouquin, Le Petit Prince. Qui n'a pas lu Le Petit Prince? Ouais, tout le monde a lu Le Petit Prince. Vous savez où Le Petit Prince fut conçu comme idée? À Tarfaya, dans le sud du Maroc, où il était le responsable de la levée de la poste au Brésil. Il avait le poste à Tarfaya. Et il avait un avion Breguet. Et l'avion Breguet était l'avion de secours. Quand il y avait un problème, il n'était pas là pour sauver le pilote, il était là pour sauver la poste. Alors il était obligé tous les jours de faire un tour de 15-20 minutes dans les dunes de Sahara, atterrir, redémarrer, etc., pour le cas où il était prêt, il était bien entraîné. Il avait 27 ans. Alors un jour, il atterrit dans les dunes, et c'est une vraie histoire. Il atterrit dans les dunes de Sahara et il trouve une pierre noire. Et la pierre était lourde. Il trouve un autre. Il trouve 7 pierres. Il les prend dans son avion, les envoie à Paris. Et le lendemain, on lui dit, mais tu as trouvé cette météorite. Saint-Exupéry se trouva entre 2 déserts, le Sahara et l'Atlantique. Et entre 2 déserts où il n'y a rien, il s'est imaginé le livre le plus lu du XXe siècle. C'est extraordinaire. C'est là où, de temps en temps, vous êtes obligé de vous mettre dans rien. Rien dans vos têtes, peut-être rien dans votre estomac, pour vous imaginer quelque chose qui est grandiose. Et quand vous vous donnez la liberté de vous imaginer quelque chose de grandiose, vous trouveriez le bonheur. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Le